Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale lecteur.com. Lecteur.com, le site de la Fondation Orange, qui est une communauté de passionnés de lecteurs et qui aiment la littérature. Nous accueillons ce soir Jean-Christophe Ruffin, qui est président du jury du prix Orange du livre 2021, mais aussi pour son livre La princesse au petit mois, paru chez Flammarion. Pour l'interroger ce soir, on retrouve Karine Papillot, journaliste littéraire, et qui va faire ça très bien. Je vous souhaite une belle rencontre à tous les deux et puis je vous dis à tout à l'heure. Et Nathalie, bonsoir. Nathalie qui met la pression évidemment sur l'animatrice. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Karine. Ah ça y est, voilà, vous affichez, c'est formidable. Jean-Christophe, on va parler des nouvelles aventures d'Aurel Timescu, donc dans La princesse au petit mois, le livre que je montrais, qui suit le flambeur de la Caspienne, le précédent, publié l'année dernière. Juste avant, je voulais qu'on fasse un petit point, non pas avec vous en tant qu'auteur, mais vous en tant que cacique du prix Orange, lecteur. Donc, parler plutôt de la première sélection du prix Orange que vous avez divulguée, qui est en ligne sur le site de lecteur.com. 21 titres et non pas 20 comme à l'habitude. Comment ça s'est passé ? Quels ont été vos choix ? Il a fallu un petit chausse-pied pour faire entrer le dernier. Alors, en fait, on n'est pas parvenu au chiffre de 20, mais comme on s'est rendu compte que ce chiffre ne reposait sur rien, enfin, en réalité, c'est juste une décision qu'on pouvait prendre collectivement, on a élargi un tout petit peu. Ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est on est parti de 87 livres, hein, quand même. Donc, si vous voulez, le pot-au-feu a bien réduit déjà. Hein, et les lecteurs, tous les lecteurs du jury ont fait un très gros travail, se sont passionnés. Alors certains ont pratiquement tout lu, je ne sais pas comment ils ont fait. Bon, la plupart ont quand même fait des choix et donné des coups de cœur, mais finalement, voilà, on arrive à 21, ce qui est bien pour une première sélection. Et comment s'administre la principauté du prix Orange ? Ah oui, c'est une dictature. C'était une dictature, c'est-à-dire que voilà. Non, en fait, c'est toujours très sympathique. Bon, c'est la deuxième année qu'on est en visio, alors c'est moins agréable que quand voilà, il y a un repas et qu'on fluidifie tout ça avec un petit peu de vin ou de bonnes choses. Là, bon, on se voit. Heureusement, les nouvelles technologies permettent quand même de tenir les réunions, mais enfin, c'est évidemment moins chaleureux. Mais en revanche, ce qui se confirme, hein, mais ça, moi, c'est la troisième année que je préside ce prix, c'est que les lecteurs, notamment les lecteurs, j'allais dire non professionnels, c'est-à-dire ni libraires, ni écrivains, ni journalistes, se prennent vraiment au jeu et créent entre eux vraiment une sorte de famille, quoi. Alors, ils se parlent, ils se téléphonent, et en général, ils se revoient après en créant une sorte de petits clubs en fait, qu'ils ont découvert à cette occasion. Ça, c'est très, très plaisant, effectivement. On les voit sur Lecteur aussi, lecteur.com. Jean-Christophe, peut-être que... Oui. J'ai une lampe de place parce que voilà, j'y vois plus rien avec la tombée de la nuit. Voilà. Alors peut-être que les spectateurs de cette rencontre se sont demandé pourquoi je parlais de principauté en parlant de l'administration du prix Orange, enfin pas de l'administration, mais enfin du cénacle du prix Orange. Mais ça a un sens puisque dans La princesse au petit mois, Aurel Timescu, qui est le personnage récurrent, votre diplomate, se retrouve convoqué, enfin demandé par un prince, enfin un prince consort d'une principauté qui est celle du Starkenbach. Je pense que je le prononce correctement. Ah oui. Oui. Vous allez être faite citoyenne d'honneur, je le vois. J'en suis heureuse. Alors, peut-être que vous pourriez nous dire un tout petit peu de quoi il s'agit avant que je n'en dise trop, puisqu'il y a un suspense, comme d'habitude, dans chacune des aventures d'Aurel, et dans cette quatrième également. En fait, bon, je rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas Aurel que c'est un personnage en effet un peu calamiteux, mais très attachant que j'ai créé en rentrant
du Sénégal où j'avais eu des fonctions diplomatiques et où effectivement j'avais vu beaucoup de choses que j'avais envie de raconter mais que je ne pouvais pas raconter. Alors Aurel m'a permis de créer une sorte d'alias comme ça. Voilà. Et donc le premier il était en Afrique, il était en Guinée, le deuxième était au Mozambique, le troisième était en Azerbaïdjan. Là cette fois-ci, alors à chaque fois il a une carrière affreuse, c'est terrible. Et, je veux dire, comme il ne veut rien faire, qu'il veut qu'on le laisse tranquille, mais qu'on ne peut pas le mettre à la porte, il végète. Voilà. Et là, il est entre deux postes, c'est-à-dire qu'il rentre d'une affectation et il attend qu'on lui donne un autre poste qui sera forcément terrible, qui va l'accabler. Alors, il est à Paris, il glandouille. Et là, effectivement, on vient le chercher et on l'emmène dans cette principauté qui est à quelques heures de train de la France, de Paris, c'est pas non plus très très loin. Je vous recommande d'ailleurs, c'est un très joli pays, il y a des montagnes. C'est une cité-État, si vous voulez, voilà. Et qui est un peu la quintessence de tous ces petits micro-États qui existent en Europe et qui, pour la plupart, ont des racines qui plongent jusqu'au fond du Moyen-Âge, même de l'Antiquité. Bon. On pense au Liechtenstein, enfin, on pense assez facilement au Liechtenstein avec le Starkenbach. Oui, alors c'est à gauche après Liechtenstein, en descendant vers le sud et un tout petit peu plus loin. Oui, voilà. Mais disons que c'est par là. D'accord. Voilà. C'est par là. Non, je n'ai pas voulu le nommer parce que, si vous voulez, d'abord parce que ça n'est aucun de ces États, c'est à la fois tous et aucun. Et voilà, je ne voulais pas non plus que, comment dirais-je, le particulariser trop, parce que ce n'est pas le problème. Et, bon, voilà. Et donc, il est chargé là d'une mission parce qu'un de ses anciens supérieur, un des anciens ambassadeurs avec lesquels il a travaillé, il faut travailler, c'est un mot un peu fort, l'a recommandé. Alors c'est une recommandation un peu à double tranchant. Et comme ils sont embêtés, parce que la princesse a disparu dans cet état-là, il va y avoir la fête nationale, ils sont embêtés. Ils ne peuvent pas prévenir la police, ça fait des ordres. Vous savez, il y a des tas de choses qu'ils ne peuvent pas faire dans ces états. Parce que, bon, la discrétion est importante. On le voit avec ce qui se passe avec la cour d'Angleterre. Hein, donc, ils ne peuvent pas prévenir la police, ils ne peuvent pas non plus véritablement crier sur les toits avec des journalistes que cette princesse a disparu. Alors, il demande à Aurel, dont la réputation d'enquêteur a dépassé les frontières, de s'en charger. Voilà. D'accord. Alors, vous placez dans la prochaine affectation, en tout cas provisoire, d'Aurel dans un pays qui n'existe pas. C'est la première fois dans le cadre des aventures d'Aurel Timescu. Donc, vous avez choisi une principauté. C'est quand même quelque chose de très particulier. A priori, ce n'est pas un lieu qui intéresse beaucoup les romanciers parce qu'on lit assez peu de choses qui se déroulent dans des principautés, Andorre. Enfin, c'est des lieux qui n'existent pas dans la littérature, quasiment pas. Qu'est-ce qui vous a intéressé et pourquoi justement avoir choisi un lieu fictif? C'est le principe de la principauté? Oui, en fait, il n'est pas si fictif que ça, à vrai dire, parce que, si vous voulez, il est peut-être même plus vrai que nature, d'une certaine façon. C'est-à-dire il regroupe des problématiques qu'on retrouve dans d'autres pays, y compris de grands pays d'ailleurs. On vient de voir la mort du prince Philippe en Angleterre et tous les tremblements de terre auxquels ont donné lieu les interviews là, du prince du prince Meghan, mais c'est son mari. Bon, finalement, les Français ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de monarchies, en fait. Il y a beaucoup de monarchies encore aujourd'hui. Et moi, je m'étais rendu compte de ça. Au Sénégal, on avait fait un jour une réunion d'ambassadeurs européens. Puis un jour, on comptait autour de la table et on s'est rendu compte qu'il y avait plus de représentants de monarchie que de république. C'est-à-dire que, bon, ce jour-là, évidemment, dans l'absolu, il y en a moins, mais quand même, il y en a pas mal. Hein, il y en a pas mal. Et si on compte ces petites principautés, on a finalement un monde qui est assez vivant, en fait, et qui est assez mystérieux pour nous, parce que, alors, c'est pas tellement le fonctionnement de ces États qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que vivent les gens
les personnes qui sont là-dedans. Et d'ailleurs, l'histoire, je reprends l'affaire Meghan Harry, là, est typique de ça. C'est-à-dire que c'est l'expression d'une souffrance de gens qui disent on ne peut pas faire ce métier, c'est terrible. Et le prince Philippe, lui, il est resté 99 ans, vous vous rendez compte, enfin 75 ans avec la reine. Ça n'existe plus, ça. Voilà. Alors c'est ça qui m'intéressait. C'était qui sont ces personnages, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir, surtout quand ils n'ont pas été au départ formés à ça, quand ils ne sont pas nés là-dedans. Vous voyez, parce que si vous êtes reine d'Angleterre, encore qu'elle n'était pas faite pour ça, normalement, elle n'aurait pas dû, son père n'aurait pas dû régner, mais bon, quand même, elle a baigné là-dedans depuis toujours. Mais quand vous allez chercher quelqu'un, une star de cinéma comme Grace Kelly, qu'est-ce qui se passe quand vous devenez comme ça tout à coup prince ou princesse? Voilà, c'est un peu l'idée du livre. Alors, ce qui se passe, c'est que la princesse, en l'occurrence, c'est la princesse en titre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la femme du prince, c'est le prince qui est son consort, un peu comme dans la configuration de la reine Elisabeth. Quand un prince, enfin, quand un souverain en place disparaît, que se passe-t-il? Comment Ben, ça dépend de la Constitution, ça dépend du droit de la dynastique dans le pays en question. Il peut arriver qu'on le change même. Moi, je me suis pas mal inspiré de l'histoire de la princesse Charlotte, qui était la grand-mère du prince Albert actuel à Monaco. Et ben, en fait, pendant la guerre de 14, les Français étaient un peu inquiets parce que si Monaco n'avait pas d'héritier, alors il y avait le prince Albert Ier à ce moment-là, qui avait son fils, bon, mais au-delà, s'il n'y avait pas d'héritier, Monaco devenait allemand. Alors, oui, ça faisait désordre parce qu'on était en guerre avec les Allemands, on aurait eu une base de sous-marins, je ne sais pas quoi. Bon, donc ils ne voulaient absolument pas de ça. Mais ils ont changé la constitution et ils ont fait en sorte que les femmes puissent régner à Monaco. Voilà. Et pourquoi? Parce que le prince héritier, en fait, avait eu une fille en Algérie avec une Française qui était la lingère de son régiment. Bon, peut-être aussi d'origine encore un peu plus trouble, enfin peu importe. Et il avait eu une fille avec cette femme. Et on est allé chercher cette fille à l'âge de 7 ans, on l'a ramenée à Monaco, on a changé la constitution, tout ça pour que Monaco ne devienne pas allemand. Vous voyez. Et alors cette gamine est arrivée à 7 ans, et elle est arrivée d'Algérie, et là voilà, couronnée, machin, etc. Voilà, j'ai trouvé ce destin stupéfiant, et bon, sans en dire trop, mais c'est ce qu'on retrouve un petit peu au Starkenbach. Dans ce livre qui s'intitule La princesse au petit mois, avec le jeu de mots bien sûr avec le conte, donc on a le petit mois, le Starkenbach, on a comme ça des mots-clés de la force, Stark c'est force en allemand, le petit mois, on a affaire à des gens qui exposent, qui sont obligés d'exposer leur intimité à Aurel et donc leur vulnérabilité. Il y avait dans le précédent, dans le flambeur de la Caspienne, il y avait tout un portrait en creux des hommes faibles à travers le personnage de Gilles, justement. Et parce qu'à chaque fois, vous tissez plusieurs fils dans vos romans, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et là, il y a vraiment quelque chose de très, très intime et de très humain qui s'intéresse, me semble-t-il, à la question de la vulnérabilité. J'ai eu l'impression de lire un livre sur la vulnérabilité de la force que confère la richesse, la représentation, et en réalité, on s'aperçoit que ce sont des gens, comme vous disiez, une princesse disparaît, on ne peut pas faire grand-chose, une princesse en place, vous parliez de cela avec Philippe, sans trahir le livre, c'est énormément de contraintes et finalement très peu de place pour soi, princesse au petit mois. Voilà, des hommes qui, sans trop trahir non plus ce qu'il y a dans le livre, qui peuvent aussi ne pas avoir de sexualité et pour autant devoir tenir leur rôle. Il y a comme ça tout un tas de faillites ou de faiblesses
dans ce livre et je me suis demandé si ce n'était pas la vulnérabilité qui vous avait intéressé. Si, bien sûr. D'ailleurs, dans la vie, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les personnages en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Les super-héros avec des super-pouvoirs, voilà, moi, c'est pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, ce sont les paradoxes de la vie, et notamment ces écarts entre la force apparente et la faiblesse intérieure, entre l'autorité et la soumission, etc., entre finalement une identité extrêmement marquée, princesse par exemple, c'est très clair, et puis un moi qui est au fond très fragile, qui ne s'est pas vraiment construit, qui a été un peu enseveli sous ça, sous cette carapace-là d'honneur et de charge. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et en effet, pas mal de personnages du livre sont comme ça. Et ce qui est amusant, c'est que Aurel, justement, lui-même, il est faible. Enfin, en apparence, parce qu'au fond, il n'est pas si faible que ça, mais on le plaint un petit peu. Puis il ne fait pas peur parce qu'il est. Enfin, si, on fait peur parce qu'il va faire des bêtises tout le temps, mais c'est du genre à renverser un vase chez vous, si vous voulez. Mais ce n'est pas le genre à vous faire du mal. C'est-à-dire qu'il n'est pas menaçant. Et donc, on lui parle. Et c'est pour ça que j'aime bien ce personnage, parce que pour parler du monde d'aujourd'hui, il passe partout, il se faufile. C'est un véritable petit teckel là, qui se balade. Et donc, c'est une clé. Voilà. Et c'est une clé notamment pour des gens vulnérables. Parce que, évidemment, des gens vulnérables, ils ne vont pas se livrer à des brutes. Il faut qu'ils aient une forme de confiance. Et c'est ça que ce personnage permet d'atteindre. En fait. C'est la confiance. Avec le toquet en particulier. Oui, mais il ne boit pas, ce n'est pas un ivrogne, si vous voulez, c'est un poète, il ne faut pas confondre. Alors, les deux peuvent se mêler, mais c'est-à-dire qu'il boit surtout pour s'inspirer, c'est-à-dire pour perdre un peu le contexte voilà, ce qu'il y a autour de lui, enfin, voilà. Et c'est pas moi, j'aime pas les enquêteurs, j'ai jamais été doué en maths, vous savez, les enquêteurs qui vont chercher le petit indice truc avec le petit machin, ça m'ennuie, mais alors terriblement. J'aime bien l'intuition dans la vie. Je trouve que ce sont les meilleures pistes, sont celles-là. L'intuition, c'est aussi quelque chose qui obéit à des lois assez rigoureuses. Dans le précédent livre, il se trompait à un moment donné. Il ne se mettait pas vraiment en condition. Et donc, l'intuition le faisait partir dans une direction qui était fausse. Et donc, je ne dis pas qu'il y a un certain nombre de vers qui sont nécessaires pour atteindre cette intuition, mais enfin, quand même, vous voyez, voilà, ça et la musique. Et au fond, les deux, ça lui permet de se mettre dans un certain état de conscience qui est un peu crépusculaire et dans lequel, au fond, il est capable de voir un petit peu au-delà du réel, voir ce qu'il y a derrière les choses, vous voyez, et surtout derrière les gens. Ce personnage d'Aurel, d'ailleurs, il est toujours représenté par le même acteur sur les couvertures. Il a comme ça, comme les grands personnages de séries, que ce soit des séries écrites, que ce soit des séries représentées sur un écran, le toquet, le piano, le look improbable, c'est-à-dire toujours sorti d'une époque qui n'est pas tout à fait la nôtre, ce décalage permanent en fait qu'il a avec les êtres et les époques et les lieux. Il a tout en fait pour être un personnage, un Blake et Mortimer, vous voyez ce que je veux dire il est à la fois typé et en même temps il y a un vrai propos sur une époque, il y a un propos géopolitique à chaque fois, parce qu'à chaque fois il y a toujours une réflexion que vous nous proposez. Des réflexions intimes aussi sur la valeur anthropologique aussi de l'humanité, dans ce qu'elle a de plus contemporain. Comment ce personnage s'est dressé pour vous? Parce qu'il est déjà quelqu'un de très constitué et très archétypal en fait. Oui, sans doute qu'il a procédé aussi d'un certain nombre d'observations, si vous voulez, que j'ai pu faire sur le vif. Bon, alors,
non pas que j'ai rencontré des diplomates qui ne fichent rien, ça n'existe pas. Donc, mais en cherchant bien, c'est comme le Starkenbach, on peut, voilà, et on peut trouver quand même des gens qui peut-être, à un moment donné, m'ont servi, sinon de modèle, du moins de guide. Vous voyez. Par exemple, j'ai souvent travaillé avec des Roumains dans ma vie, c'est très bizarre. J'ai quelque chose, je sais pas, le hasard, peut-être que ça arrive à bien d'autres, mais comme étudiant en médecine, par exemple, j'étais avec des Roumains. Quand j'ai fait mon service militaire, je me suis retrouvé avec des Roumains. Enfin bref, je connais pas mal de Roumains, y compris des Roumains qui ont vécu en Roumanie à l'époque de Ceausescu, comme Aurel. Et ce sont des gens qui m'ont toujours beaucoup attendri parce qu'ils ont un amour de la France qu'ils ont souvent développé là-bas avant de venir en France. Et sur des bases qui sont assez fausses, en fait, enfin, qui étaient un peu celle de l'image qu'on se faisait de la France. Vous savez, dans les pays de l'Est, il y avait toujours, ils ne pouvaient pas voir tous les films ou lire tous les livres, donc il y avait toujours un décalage, et puis, au fond, ils rêvaient sur des choses qui n'existaient plus, de certaine façon, une France qui n'existait plus. Et Aurel, même leur langue est souvent très pure, etc., quand ils parlent français, et ils sont souvent très cultivés. Et l'image qu'Aurel se faisait quand il était jeune, en Roumanie, de l'élégance française, c'était plus, si vous voulez, Pierre Freinet, je ne sais pas moi, les vieux films avec Jean Gabin. Et évidemment, aujourd'hui, ça tombe un petit peu à plat, mais lui, il est resté fidèle à ça. Et ça, c'est bien, parce que finalement, donc, il n'est pas mal fagoté, il est juste à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'il est juste fidèle à une image qu'il avait de la France et qui n'existe plus. Mais lui, il la cultive encore. Vous voyez, c'est un peu comme les Québécois qui gardent l'accent qui était celui des immigrés français de l'époque où le Québec a été colonisé par la France. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un peu un isolat, si vous voulez, de mémoire qui se balade et auquel finalement nous, on prend en dérision, mais finalement, je ne dirais pas que c'est lui qui a raison, mais il est plus élégant que beaucoup, si vous voulez, sauf que bon, ça tombe à plat. Voilà. Voilà, et c'est comme ça, il était créé par petites touches comme ça, et au fond, ça finit par faire quelqu'un, en effet, d'assez reconnaissable et surtout de très attachant. En effet, oui, c'est vraiment un personnage qui pourrait se retrouver sur un écran, être adapté assez facilement. Enfin, je sais que vous n'écrivez pas pour ça, mais... Ben, oui, on verra. C'est compliqué cette histoire-là parce que moi, je fais des livres qui sont assez visuels, avec des scènes, avec des descriptions, etc., qui font que beaucoup me disent c'est très facile à transcrire. Et à chaque fois qu'on a essayé, ça s'est révélé plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, il y a une écriture pour le scénario, il y a une écriture pour le roman, qui n'est pas forcément la même. Et c'est vrai que bon, ça peut donner une impression d'être déjà prêt pour l'adaptation, alors qu'en fait, je pense qu'une adaptation demanderait pas mal de travail. Non, pas vos livres, mais le personnage en lui-même, il a quelque chose qui sort vraiment qui sort des pages. C'est très, très étonnant. De livre en livre, il y a quelque chose de lui qui s'affirme de façon nette et très distincte de vous, en fait. Oui, oui. Oui, oui. Merci Vous ne ressemblez pas, hein, ça c'est sûr, vous ne ressemblez pas du tout. de faire remarquer que je ne bois pas du tout, et que je ne joue pas de piano et que non. Et que vous êtes bien habillé, oui. Non, que je suis mal habillé, mais comme ça se fait aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez de vous d'ailleurs dans Aurel, puisque vous êtes si différent? En fait, l'apparence physique n'a pas beaucoup d'importance pour s'identifier, pour créer un lien avec un personnage, je pense. C'est-à-dire que, au contraire, d'ailleurs, je pense que, enfin, ça ne se voit pas forcément parce que le temps a passé, que j'ai pris peut-être une certaine assurance et tout. Mais au fond, j'ai jamais été vraiment sûr de moi, pas plus qu'Aurel, si vous voulez. Je suis un intuitif comme lui, c'est-à-dire que j'écris mes livres dans une espèce de transe. J'écris très très vite, en quelques jours, je peux dire, mais un peu dans l'état où il se met, c'est-à-dire qu'en étant complètement immergé dans une réalité parallèle.
Ce qui fait que souvent, une fois que j'ai terminé, je ne me souviens même plus du nom des personnages et tout ça, parce que j'étais vraiment dans une sorte de trance. Voilà, j'aime beaucoup aussi traverser des mondes, comprendre à qui j'ai affaire, c'est-à-dire au fond derrière une fonction, chaque fois que j'ai été confronté à des gens qui exerçaient une fonction qui se présentait comme ça, le président machin, ambassadeur truc, la duchesse chose, je vais toujours voir derrière, c'est plus fort que moi. Vous savez, comme je suis médecin de formation, la première chose que font les médecins, c'est de déshabiller les patients. Voilà. C'est-à-dire déshabillez-vous, allongez-vous. C'est comme ça, en tout cas, que j'ai appris la médecine. Et c'est vrai que la première des choses qu'on a envie de faire avec des gens qui occupent ces fonctions, qui sont déguisés comme ça, c'est de leur ôter ces oripeaux et de regarder qui est l'être humain qui les porte. Vous voyez, ben, c'est ça que je fais. Et c'est ça qu'Aurel fait aussi. Comment vous vient d'ailleurs l'idée, le point de départ de chacun de ces livres? Je pose vraiment en particulier sur les aventures d'Aurel, puisque ce sont des polars. Donc, un polar, c'est particulier. C'est une mécanique sans doute un peu différente. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a longtemps que je me pose la question du thrill, comme disent les scénaristes dans tous les livres. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé et ça, je pense que c'est, peu importe la forme, que ce soit un polar ou pas, de construire les livres en déséquilibre, de façon à ce que le lecteur tourne les pages. Alors, ils peuvent tourner les pages en même temps que l'enquêteur, ou il peut les tourner indépendamment d'une enquête dans un livre normal, peu importe. Mais moi, ce qui me vient en premier, si vous voulez, c'est des personnages, c'est des destins. Toujours été ça, toujours un destin au centre. Un destin, dans le premier, le suspendu de Conakry, c'était ces personnages, ces personnes comme ça qui sont prêts à sacrifier pour la France, par exemple, ou pour un autre pays, mais enfin, en servant de relais au service secret, vous savez, en allant fournir des renseignements, etc., alors que personne ne le leur demande, personne ne les paie pour ça. Mais ils le font et ils sont prêts à payer ça de leur peau. Voilà. Et je trouvais qu'il y avait là quelque chose de... Voilà, vous voyez, c'est partir de là que je suis parti. C'est de là que je suis parti. Et là, par exemple, dans celui-ci, c'est cette idée, si vous voulez, de couple entre quelqu'un de puissant, mais qui en réalité est faible, la princesse, et quelqu'un qui n'est rien, qui n'a pas ni titre, ni fortune, ni rien du tout, et qui pourtant va pouvoir exercer sur elle une emprise. Et je trouve que ces engrainements... il y avait ça dans un livre de Noureddin Farah, l'auteur somalien, il racontait que, j'ai perdu le nom le mot en Somalie, il y a un mot en Somalie pour désigner cette espèce de capacité du faible à s'emparer du fort. Ça peut être un petit garçon avec son grand-père, ça peut être... Mais il y a tout d'un coup quelque chose qui est de l'ordre de la puissance et qui émane de quelqu'un d'extrêmement faible en apparence. Vous voyez, c'est le cornac sur le dos d'un éléphant, finalement. L'éléphant, il est énorme, le cornac, il est petit, mais c'est quand même lui qui fait avancer la bête. Voilà. Et il y a ces couples-là sont fascinants pour moi. Et là, il y en a un, et c'est de là que je suis parti. On pense à une affaire d'abus de faiblesse qui a agité les médias il y a quelques années en France, dans un cas un peu différent, parce que c'était une femme très âgée et un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Là, on se retrouve dans une configuration aussi où il y a une exploitation. Oui, est-ce que c'est plutôt... parce que le thème de l'emprise est très, très prisé en ce moment et très, très employé. Je n'ai pas l'impression que vous entriez, que vous développiez cet aspect-là de profit du faible. J'ai l'impression que c'est plus une... Je ne suis pas très claire avec ma question, en fait. Je ne suis pas claire. Arrangez-vous. Non, c'est parce que, Jean-Christophe, vous avez employé le terme d'emprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est presque confisqué par une certaine manière de présenter les choses, voire de présenter les femmes. Et j'essayais d'orienter
vos futurs lecteurs vers autre chose que cette idée-là. Voilà, je pense pas que ce soit ce type d'emprise, de faiblesse parce que c'est une femme que vous avez Ah exploitée. non, D'ailleurs, les femmes ne sont pas du tout faibles dans votre livre, elles sont au contraire très fortes. non, non, c'est pas parce que c'est une femme, c'est juste parce qu'il y a un entrecroisement de destin et que cette femme s'avère être une femme, mais finalement, ça pourrait être un destin d'homme, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Là, en l'occurrence, ça ne fait pas de différence. C'est un destin en deux temps, en deux parties, si vous voulez. Il y a une partie enfouie, qui est la première partie de sa vie, son enfance, les influences qui sont exercées sur elle, les désirs qu'elle a pu développer à ce moment-là, et puis une rupture importante, elle devient princesse, et là, sa vie change. Et au fond, ce qui est enfoui, ce noyau comme ça, qui est enfoui, la relation qu'elle va connaître, enfin ce qui va se passer, en fait, va faire sortir ça. Et c'est très étonnant parce que, vous voyez, il y a, je prends un exemple qui n'a rien à voir et qui n'est pas un exemple féminin, justement. À l'Académie française, j'ai succédé à Henri Troyat, grand honneur, qui je ne méritais pas, mais c'est comme ça. J'ai succédé au fauteuil 28 à Henri Troyat. Donc j'ai dû lui rendre hommage, quand je suis entré, faire un discours pour lui rendre hommage, comme la tradition le veut. Alors j'ai cherché un petit peu à comprendre qui était cet homme, si vous voulez. 110 livres, je crois. Hein, c'est une œuvre énorme, foisonnante, des milliers de personnages, etc. etc. Alors moi, j'ai dit, il doit avoir une vie extraordinairement riche. Ben non. En fait, sa vie, c'était. Il ne bougeait pas de chez lui, il écrivait debout. Enfin, ça, c'est pas une aventure. Et il avait reconstitué une petite Russie de carnaval dans sa maison, avec des portraits, Catherine, ce que vous voulez. Et puis, voilà, c'est tout. Et rien, pas de voyage, pas de maître, rien. Et donc, non, mais j'avais cherché. Hein. Et, et même La Neige en deuil, il a écrit ça parce qu'il avait épousé la veuve d'un médecin de Chamonix qu'il avait traîné là-bas, mais il ne marchait pas, ça m'emmerdait, il était gros. Bon, bref, rien. Je disais, comment est-ce qu'un homme qui a eu une vie aussi banale a pu sortir autant de personnages? Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que chez lui, il y avait eu ça. Il y avait eu, au fond, une enfance absolument extraordinaire à Moscou, une famille de Tcherkesses arméniens arrivés à Moscou, faisant fortune, etc. Et à 6 ans, lui, il avait 6 ans, la Révolution. La Révolution, l'exil, l'exode, les trains de marchandises dans lesquels la paille prend feu, tout ça. Voilà. Et puis, il arrive en France. Et là, il ne veut plus entendre parler de rien et il trouve une vie normale. Et c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale, quand tout d'un coup, il pense qu'il va de nouveau être contraint à l'exil, que ça sort. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette espèce de noyau d'enfance, si vous voulez, qui n'avait absolument pas inspiré ses premiers livres. Ses premiers livres, c'était, lui, son admirait Mauriac, tout ça, vous voyez, c'était des trucs un peu drame bourgeois dans la France. Bon. Et tout d'un coup, là, ça ressort. Et à ce moment-là, le mur, si vous voulez, s'abat et ce torrent russe, hein, qui était complètement enfoui, sort. C'est plus ça, l'histoire de la princesse. C'est plus à travers la rencontre, à travers, en effet, une manipulation, quelqu'un qui va essayer de se servir d'elle, peu importe. Peu importe. En tout cas, quelque chose qui va la percuter et qui va faire sortir un noyau d'enfance qui était enfoui, ou qu'elle croyait avoir enfoui, et qui tout à coup va revivre. Mais est-ce que ce n'est pas la même démarche qui anime l'écrivain, c'est-à-dire l'écriture comme manière de replonger non pas dans sa propre enfance, mais dans les émotions, la sensibilité de son enfance? Ben, oui, enfin, en tout cas, quelque chose d'un paradis perdu ou de quelque chose qu'on essaie de restaurer ou de retutoyer? C'est-à-dire qu'il y a une aptitude, je pense, au rêve de soi, c'est-à-dire de se rêver une autre vie, vous voyez, par exemple, qui est très forte quand on a, je sais pas,
12 ans. Vous voyez, on vous montre un film de pirate, on devient pirate. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à imaginer sa vie autre qu'elle n'est ou qu'elle ne sera à cet âge-là. Et puis en général, ça s'arrête, c'est-à-dire que après, ben voilà, on devient adulte, c'est-à-dire qu'on a une vie, on a ses problèmes, on a un futur, on essaie de le rendre le plus agréable possible, ou en tout cas le moins dramatique possible, le plus généreux possible, ce que vous voulez. On n'en a qu'un. Et c'est vrai que les écrivains, souvent, sont des gens qui sont restés capables de cet imaginaire d'enfance, c'est-à-dire de vivre ces vies différentes. Voilà. Et c'est ce qui, d'ailleurs, je trouve, différencie profondément les écrivains qui font de l'autofiction, qui parlent vraiment d'eux, donc qui racontent leur vie et leur vie, c'est-à-dire celle qu'ils ont, éventuellement un petit peu celle des autres, mais les autres qu'ils ont croisés, qu'ils ont rencontrés. Et puis les raconteurs d'histoire, les créateurs d'histoire, et ceux-là, ils sont plus rares d'abord. C'est pas forcément des écrivains, ça peut être des scénaristes aussi, ça peut être des cinéastes. Enfin, et c'est des gens qui, moi je me reconnais là-dedans, hein, qui sont capables de s'immerger complètement dans un autre destin que le leur. Et au point de le vivre, quoi. Moi, quand j'écris mes livres, je vis complètement dedans. C'est pour ça que ça ne dure pas longtemps, parce que je suis tellement pris dedans que si ça devenait trop long, si c'était trop long, il faudrait m'interner probablement, parce que il y a quelque chose de l'ordre, alors là aussi, de l'emprise. C'est-à-dire que je suis complètement... voilà. Mais c'est beau, mais c'est une souffrance aussi quand même un peu. Dans La princesse au petit mois, vous parlez donc d'une princesse qui se retrouve coincée entre des élans et le devoir. Vous disiez tout à l'heure, puisqu'on évoquait le prince Philippe, qui a consacré 75 ans de sa vie à suivre la reine Élisabeth deux pas derrière elle, vous disiez qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Et évidemment, c'est vrai que la couronne d'Angleterre est quand même assez représentative avec la couronne britannique, avec le fameux cas Meghan et Harry. Avant, il y a eu évidemment Lady Diana, et puis les frasques aussi des frères et sœurs, dont on ne parle plus aujourd'hui. Mais vous dites que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça a si bien fonctionné? Pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd'hui? En quoi est-ce que l'humain ou la charge diffère aujourd'hui? Non, mais je pense que il y a encore pas mal d'endroits où ça fonctionne, hein. Il y a encore, bon, mais c'est vrai que les grands martyrs, on pourrait dire, de la royauté, comme le prince Philippe, pour moi c'est un martyr. Parce que ça peut être marrant d'être prince consort, hein, je vais vous imaginer. C'est vraiment un rôle enfin, je sais pas, c'est faire tapisserie toute sa vie, quoi. Enfin, bon, et en plus, il était grand, il ne pouvait même pas se cacher derrière la reine, il était trop grand. Donc, et aucun écart n'est possible, etc. Donc, ça, je pense qu'il fallait probablement, pour parvenir à ça, une éducation qui elle-même n'existe plus. C'était une éducation violente, brutale, qui était celle des princes autrefois. Hein, parce que ça aussi, c'est une part de leur vie qui n'est pas souvent pas drôle, hein, du tout. C'est-à-dire qu'ils sont souvent confiés à des précepteurs, des gouvernantes, enfin, quand ils ne sont pas carrément battus, etc. Bon. Donc, tout ça, c'est pareil, ça change. Et puis, des figures comme... enfin, ils ont été pris, enfin, pour ce qui est des Anglais en tout cas, ils ont été pris leur propre piège, puisqu'ils ont voulu médiatiser leur vie. Et là, ça leur est revenu en pleine figure avec Diana. Et du coup, comme ils sont médiatisés, ils sont aussi banalisés d'une certaine façon. Et donc, j'imagine que celles ou ceux qui se joignent à cette famille et qui ils viennent pas pour devenir des potiches, ils viennent pour vivre, quoi. Et ils ont toujours envie d'être vivants. Voilà. Mais bon, les Anglais, enfin, ça c'est une chose que j'ai apprise d'ailleurs en préparant le livre, c'est que dans ces familles régnantes,
il y a des hiérarchies entre eux. Alors, les Anglais, c'est vraiment le haut du panier. Les Anglais, ils regardent un peu les autres de haut. Puis il y a ceux qui ont des petits royaumes, petites principautés. Bon, alors, après, tout dépend s'ils ont la pleine souveraineté, parce que c'est assez compliqué, hein, les classifications d'États. Vous avez des petits États, vous avez les micro-États, vous avez les pseudo-États, les quasi-États. Enfin, c'est compliqué. Par exemple, Malte, si vous voulez, n'est pas un État, puisque Malte, n'a pas de territoire. Donc, mais il y a des passeports, vous voyez, etc. Alors, il y a toute une hiérarchie. Et la reine d'Angleterre, c'est quand même, voilà, là, c'est quand même c'est le big. Oui, le top. Oui. Vous avez fait beaucoup de recherches parce que ce n'est pas tout à fait votre truc. Vous connaissez bien les hiérarchies. Évidemment, en diplomatie, j'imagine qu'on retrouve ce même type de fonctionnement selon les pays, selon leur organisation, mais vous n'êtes pas un spécialiste des têtes couronnées. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je crois que mon avenir dans ces principautés est très compromis, d'ailleurs, après la rédaction de ce livre. Quoique bon, en réalité, je n'en dis pas de mal, en fait. Je n'en dis pas de mal et je n'en pense pas de mal, d'ailleurs. Je pense que c'est assez touchant de voir que ces populations qui dépendent comme ça de ces souverains sont aussi très protégées. C'est-à-dire que c'est un statut très particulier, ces micro-États. Ils sont à la fois entre eux, donc avec quelques familles, des populations qui sont très peu nombreuses, qui protègent leur nationalité, c'est d'ailleurs une des questions du livre. Et puis en même temps, ils sont au milieu de la mondialisation, parce que comme souvent ils apportent des avantages fiscaux aux gens qui s'installent chez eux, alors il y a tout un tas de gens qui viennent s'installer là au milieu et qui finalement font que ce sont des carrefours du monde entier. Je trouve que c'est assez touchant finalement de voir la survivance, comme ça, l'attachement que ces peuples ont à leur monarque, comme ça, je trouve ça bien, si vous voulez, je trouve ça. Donc, il y a pas j'ai pas du tout cherché à m'en moquer, enfin, pas, disons, comme tous les Français, ça nous fait toujours un petit peu rire. Moi, il m'est arrivé, par exemple, j'ai l'honneur d'avoir été élu à l'Académie royale de médecine de Belgique. Et les Belges m'ont demandé de faire un discours devant le roi. Alors, mais parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, je ne sais pas quoi, donc ils ont été chercher un Français pour faire ça. Et moi, ma première question, c'était comment il faut que je l'appelle. Vous voyez, oui. C'est notre question. Et là, c'est-à-dire que les Français ne savent plus faire ça. Alors, on vous dit, ben voilà, selon qu'il est régnant ou pas régnant, c'est pas pareil, c'est pas monseigneur ou sire ou majesté, machin. Bon, voilà, on s'y retrouve pas. Mais en même temps, on n'est pas plus bête que les autres, donc on apprend. Et moi, j'ai commencé mon discours par sire. Et sincèrement, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Essayez, vous verrez, on n'est vraiment pas habitué, quoi. Et en même temps, c'est touchant parce qu'on a l'impression de vivre une époque qui n'est pas la nôtre. Alors qu'en fait, ils sont tout à fait dans notre époque. Mais finalement, on a coupé ce passé. Alors, on n'a pas tout à fait coupé, parce qu'il y a l'Académie française, vous me direz, qui reste, mais qui ne sont pas non plus des. Mais c'est vrai qu'ils se rattachent comme ça à cet ancien régime et tout ça. Je trouve ça assez touchant. Nathalie, oui, nous a rejoint. Il y a des questions. Il y a aussi beaucoup d'humour dans le livre de Jean-Christophe Ruffin. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand vous dites ne rien faire ne va pas de soi, même dans l'administration. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup fait rire, ça. Et il faut réhabiliter les fonctionnaires. Il y a des problèmes de protocole, notre ami Aurel. Le protocole dont on parle beaucoup en ce moment, c'est compliqué le protocole ou pas? Ouais, hein, c'est. Oui, moi j'aime beaucoup ça. En fait, quand j'étais en poste, il y avait auparavant une personne qui était chargée du protocole et en fait, son poste avait été supprimé. Donc, il fallait que je m'en occupe moi-même. Alors, les plans de table, tout ça, c'est un peu compliqué, surtout quand vous avez 30 personnes à table. Alors, on se dit, bon, voilà, c'est du Ferrero Rocher, tout le monde s'en fout, c'est pas grave, les gens partout. Non, non, parce que vous créez des drames terribles. C'est-à-dire que selon que vous mettez telle personne à la place de telle autre, etc., c'est terrible. Et
et il y a toute une pesée, si vous voulez, des rangs qui, d'ailleurs, fixés en fait, par la loi. Par exemple, en France, il y a un décret qui fixe les corps de la République, etc., avec une certaine hiérarchie. Bon, eh ben, c'est une façon d'abord de le comprendre, c'est-à-dire, je trouve, c'est pas quelque chose d'un exercice formel, c'est vraiment un exercice intéressant. Et puis, je pense que c'est aussi ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, dans une ambassade, les gens viennent déjeuner, par exemple, à l'ambassade de France, quelque part, n'importe quel pays. Ils ne viennent pas manger un jambon beurre avec un ballon de rouge. Vous voyez. Et d'une certaine manière, ils attendent quelque chose qu'on doit leur fournir si on veut, j'allais dire, être à la hauteur de notre savoir-faire aussi. Parce qu'on représente une culture gastronomique. Vous savez qu'aujourd'hui, patrimoine mondial de l'humanité, enfin, patrimoine immatériel de l'humanité, tout ça, bon, c'est très important. C'est pas seulement anecdotique. Donc, servir un bon vin, une table, voilà, c'est très intéressant. Et ça ne suppose pas forcément de s'éloigner comment du pays, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une culture qui est importée. Je m'explique. Au Sénégal, par exemple, il y avait dans la résidence 3 cuisiniers qui étaient des Sénégalais et qui étaient remarquablement formés. Et un jour, le Quai d'Orsay a voulu envoyer un Français qui a été le chef et qui est venu leur montrer, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc les autres ont dit d'accord, etc. Puis au bout d'un mois, on en avait vraiment marre parce qu'on mangeait mal, quoi. Et donc finalement, ce Français, il est reparti chez lui et les Sénégalais ont continué. Et tout le monde me disait, ah, vous devez avoir un cuisinier français merveilleux. Ben non, c'était des cuisiniers sénégalais, ils faisaient très bien le boulot. Voilà. Donc, c'est très inclusif, hein, c'est pas quelque chose, là, ça s'enseigne, ça s'apprend et ça s'exporte. Alors, Ghislaine se demande, est-ce qu'en créant ce micro-État, cette enclave dans les Alpes, vous avez pensé à Livia dans les Pyrénées ou pas du tout? Ah, pas du tout. Ah. Pas du tout. Je ne la connais pas, cette... Non, non, mais de quoi il s'agit? Alors, je ne sais pas où ça se trouve. J'imagine que ça doit être une ville espagnole, mais je ne sais pas du tout. Donc, moi, je ne fais que reporter la question, mais Oui. on cherchera. Oui, c'est ça, c'est une enclave espagnole, exactement. Alors, une question de Fabienne. Quelle est la réaction de ceux qui vous côtoyaient dans cette vie très institutionnelle quand ils lisent les aventures d'Aurel? Quel regard ils ont? Vous voulez dire, par exemple, à l'académie, etc. Oui, je pense que c'est ça qui est insinué. Bah, de toute façon, ils ont pris l'habitude, si vous voulez, voilà, j'en fais qu'à ma tête, de toute façon. Donc, il faut, voilà, faut qu'ils s'y fassent. Moi, j'ai décidé ça il y a longtemps. J'ai décidé, une fois pour toutes, que les honneurs, tout ça, ne me figeraient pas dans, vous voyez, un truc. Bon, il faut garder sa liberté. Et ce dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de capacité à imaginer d'autres vies, etc., je ne vois aucune raison de s'en défaire sous prétexte qu'on a reçu tel ou tel titre. C'est pas gagné, hein, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'on est toujours ramené vers le sérieux, jouer un rôle, remplir des fonctions, etc. Mais bon, moi je fais autrement et je pense que mais j'ai de très bons retours. C'est-à-dire que, par exemple, mes premiers lecteurs, toujours, c'est Xavier Darcos, par exemple, et tout, qui est pourtant chancelier de l'Institut de France, si vous voulez, et qui aime beaucoup Aurel. Par exemple, si je parle que de lui. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, on pourrait s'imaginer, qui est très sérieux, etc., mais pas du tout, il aime beaucoup ça. Je crois que, voilà, la plupart, c'est ça. Et les diplomates politiques, ils en pensent quoi d'Aurel? Alors, les diplomates, c'est un petit peu plus compliqué parce que, si vous voulez, moi, je n'ai jamais fait partie du monde diplomatique. J'ai été nommé à des postes diplomatiques, importants d'ailleurs.
ça peut susciter des jalousies, forcément. Donc, parmi les diplomates, il y a une très grande quantité d'entre eux qui trouvent ça assez juste, en fait, et qui, je pense, me lisent et aiment bien ce que je fais. Et la preuve, c'est que quand je voyage, en général, je suis invité partout. J'ai même eu plusieurs invitations d'ambassadeurs là, qui voulaient que je vienne avec Aurel, justement, dans leur pays pour se balader. Voilà. Et puis, forcément, il y a des gens qui sont plus institutionnels et qui trouvent que il faut peut-être parler de la diplomatie avec plus de respect. Mais enfin, ils ne me le disent pas. Voilà. Et s'ils me le disaient... Ouais. Ça ne changerait rien. Ouais, ça ne changerait Non, rien. non. Au Et contraire, comment on décide de continuer l'aventure d'un livre en série? Est-ce que quand vous avez commencé le premier tome, la première aventure d'Aurel, vous saviez que derrière, il y aurait une suite ou pas du tout? Oui, mais alors, c'est pas vraiment une suite, c'est-à-dire que c'était le personnage, je savais, j'avais l'intention de le conserver pour faire d'autres choses, pour lui faire d'autres choses, et ça, c'était mon projet dès le départ. Et donc, j'en ai écrit un, et puis j'ai montré à mon éditeur. Et là, ils ont regardé ça, et comme une poule regarde un couteau, comme on dit, et ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors, j'ai dit, mais c'est une série. Et ils ont eu une réponse pertinente, ils m'ont dit, mais il n'y en a qu'un. Alors, j'ai dit oui. Donc on n'a pas publié, j'ai gardé dans un tiroir, j'en ai écrit un deuxième. Et là, je leur ai montré les deux. Et là, vous voyez comme quoi prêcher par l'exemple, ça peut être utile, parce qu'ils m'ont dit, ah, c'est une série. Et je dis, ben voilà. Donc ils ont compris. Et à partir de là, si vous voulez, on avait construit le projet ensemble. Mais c'est vrai, en même temps, je rigole, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer avec le premier qu'il serait forcément adaptable sur plusieurs épisodes. Donc, il fallait essayer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était adaptable, qu'il était même très adaptable. Voilà. Et avec ce dernier livre, enfin, j'espère n'est pas le dernier, mais enfin le plus récent, la princesse, hein, je lui ai fait subir une espèce de test, vous savez, de torture test, là où je le mets dans un endroit où il n'est pas été jusque-là, pour voir si ça résiste, un peu comme je sais pas, les matelas, on les met dans des trucs. Et donc, il a tenu le coup. Donc, je sais que je peux le mettre à peu près n'importe où maintenant. Voilà. Donc, Et ça sera où la prochaine fois? je ne sais pas. Là, théoriquement, si on s'en tient à ce qui est écrit dans le livre, il est nommé à Obok. Oui. Voilà, mais ça me je sais pas. Je sais pas. Déjà, ça dépendra aussi un petit peu de l'endroit où on peut aller parce que, vous savez, c'est pas très facile d'écrire des livres qui se déroulent à l'étranger alors qu'on ne peut pas quitter la France, ou en tout cas pas commodément, on ne peut pas se balader. Enfin, donc, il faut attendre qu'on retourne dans des vies un peu plus normales. Parce que j'avais des projets un peu lointains vers la Malaisie, etc., mais je n'ai pas pu mener à bien parce qu'on ne peut pas y aller. Soit on ne peut pas sortir de France, soit quand on arrive là-bas, on est mis dans un frigo pendant 3 semaines. En tout cas, moi, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si Karine, tu as une dernière question à poser à Jean-Christophe ou pas. Je crois, je voulais savoir, sachant que c'est toujours difficile de parler d'un livre qui est une intrigue, donc duquel finalement on ne peut rien dire de ce livre. C'est un peu ça. Je trouve, en revanche, j'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu du titre. Le titre est assez psychanalytique, La princesse au petit mois. Est-ce que c'est une fausse piste? Ben, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est les titres. Soit on les trouve, soit on ne les trouve pas. C'était, me dirait Monsieur de la Palistère. Soit ils viennent naturellement en écrivant le livre, et à ce moment-là, tout va bien, c'est merveilleux. Bon, ça m'est arrivé pour l'Abyssin, pour le Brésil, etc. Ils sont là. Bon, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, mais ils sont là. Et là, c'est ce qui s'est passé en écrivant ça. Je ne sais pas, un jour, tac. Bon. Et soit on ne les trouve pas en écrivant le livre, et là, c'est un cauchemar. Ça veut dire qu'on va faire des listes entières de titres, on va montrer ça, je veux dire, à sa gardienne, à tout le monde, enfin bref, tout le monde a donné son avis, et c'est un cauchemar. Ouais. Donc là, j'avais trouvé, et voilà, je l'ai mis, mais c'est pas forcément
très clair à mes propres yeux, mais en même temps, ça correspond à quelque chose et c'est très, comment dire, c'est très projectif, c'est-à-dire que chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et au fond, c'est ça un titre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce qui vous conduit vers un livre, c'est aussi ce que vous en retenez quand vous l'avez terminé. Voilà. Donc, de ce point de vue, je trouve qu'il remplit bien sa fonction. Oui, c'est un élément d'intrigue également. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on ne pouvait pas trop en dévoiler. Par contre, ce qu'on peut conseiller, c'est d'aller en librairie parce que La Princesse au petit mois paru aux éditions Flammarion sont sur toutes les tables de librairie. Donc, vous pouvez aussi l'acheter sur notre site unendroitoualler.com. Vous pouvez aller lire tous les avis sur lecteur.com, le site de la Fondation Orange. Donc voilà, Karine vous montre le visuel qui est très beau d'ailleurs. Pardon Nathalie, et retrouver aussi l'interview de Jean-Christophe sur le flambeur de la Caspienne que nous avions fait ensemble l'année dernière. Exactement. Et vous découvrirez aussi la première liste du prix Orange du livre qui est sur le site lecteur.com. Avant de vous quitter, je vais annoncer que demain on se retrouve à 19h, donc on retrouve l'horaire normal, où on recevra Régine Joséphine pour Je choisirai la voix du vent paru aux éditions Marabout. Jean-Christophe Ruffin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour parler de La Princesse au petit mois. Merci beaucoup Karine d'avoir si bien animé cette rencontre comme d'habitude. Un grand merci à lecteur.com. Allez sur lecteur.com parce qu'il y a beaucoup d'avis. C'est une communauté de passionnés de lecture et de littérature. Il y a de très bons articles de Karine aussi. Je vous suggère d'aller faire un tour sur lecteur.com. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée et belle trajectoire à La Princesse au petit mois. Merci à vous. Au revoir.